Je suis décalée par rapport à l'orateur précédent qui a... Enfin, j'espère que je ne vais pas déformer en disant que dans les sociétés contemporaines, pour qu'il y ait de la cohésion sociale, puisqu'il n'y a plus de religion, il faut de la solidarité et des prestations. C'est ça? À peu près. Hein? Voilà, ce qui remplace, c'est. Et puis décalé par rapport à vous, puisque vous êtes au cœur d'une partie importante de la dépense sociale et de la dépense de santé en l'occurrence. Et donc moi, la thèse que je voudrais développer devant vous, c'est l'excès des dépenses sociales en France, les inconvénients que ça présente pour notre développement économique et ce qui finalement se traduit chez nous, alors ça mérite discussion, par ce qu'on appelle une préférence pour le chômage. D'un côté, beaucoup de prestations sociales et de l'autre côté, une incapacité à créer des vrais emplois. Ce que je voudrais, c'est que vous m'interrompiez, je veux dire, pas besoin d'aller jusqu'au bout éventuellement de mon exposé où je peux reprendre après, s'il y a des choses que je dis qui vous interpellent. Juste un retour sur le passé. Effectivement, je me suis occupée de dépenses sociales pendant une bonne partie de ma vie administrative, mais j'ai continué à m'y intéresser. C'est pour ça que je voudrais pouvoir traiter ce sujet devant vous. Et je suis plutôt admirative de la façon dont un certain nombre de choses ont évolué. Pas pour tout, mais un certain nombre de choses ont évolué en matière d'organisation des dépenses, essentiellement d'ailleurs des dépenses de santé, plus que des dépenses sociales proprement dites, puisque je me souviens que nous avons fait le premier plan d'économie de la sécurité sociale. Là, à l'époque, j'étais au cabinet de Madame Veil. Ça vous a manqué là dans l'historique. Et ça, c'était donc en 75. Et je veux dire, si je vois les progrès qui ont été accomplis depuis et les choses qu'on n'aurait jamais osé faire qui ont été faites, c'est quand même assez admirable. Alors, je reprends, si vous voulez, pour dire qu'à mon avis, la sécurité sociale, donc au sens strict sécurité sociale, s'est beaucoup éloignée de son objectif d'origine. À l'origine chez nous, c'est-à-dire après la guerre, c'est-à-dire en 1945, qu'est-ce que c'était ? En gros, c'était une garantie donnée à chaque citoyen français, de disposer en toutes circonstances d'un revenu suffisant pour assurer à lui-même et à sa famille une existence décente, quels que soient les risques encourus, ou à tout le moins un minimum vital. Mais on était à ce moment-là dans un contexte d'assurance pour la sécurité sociale et pas dans un contexte de redistribution des revenus. On avait bien vu dès le départ en 1945 les risques. L'un des risques était de détruire chez les individus tout esprit d'initiative et d'entreprise. La sécurité sociale peut endormir le travailleur dans la satisfaction d'une médiocrité permanente. Je cite les grands auteurs à l'origine des premières ordonnances sur la sécurité sociale. Et puis un second danger qui était de voir s'édifier une administration énorme avec un personnel bureaucratique et paperassier. La sécurité sociale aujourd'hui, c'est un élément indissociable de notre vie quotidienne. Nous y sommes tous légitimement attachés. Lorsque l'on fait des sondages d'opinion et qu'on demande aux gens s'ils sont prêts à payer plus ou à voir diminuer les prestations, la réponse est dans tous les cas de figure, on est prêt à payer plus. On ne veut pas avoir diminué les prestations. Et en même temps, elle est devenue un élément anxiogène aujourd'hui parce que, à force de parler de non-soutenabilité du système de sécurité sociale, à force de parler de déficit, et ça fait de très longues années que chaque année on parle de déficit à tout moment, les gens se demandent quand même jusqu'à quand ça va tenir. Mon premier point, c'est de dire que les dépenses sociales en France ont un poids excessif. Il faut quand même qu'on se rappelle que nous occupons la première place dans tous les pays de l'OCDE pour la part des dépenses sociales dans le produit intérieur brut.
et nous dépassons même les pays nordiques, qui sont depuis de très longues années, pour parler comme vous, des États-providence. Si on regarde nos prélèvements à la fois fiscaux et sociaux, on se rend compte que nous sommes l'un des pays les plus redistributifs en termes de solidarité. Alors, la France, comme tous les pays du monde, on est enfermé, lorsqu'on parle de prélèvement fiscal ou de prélèvement social, on est enfermé dans, en gros, 3 contraintes. L'efficacité de l'impôt et du prélèvement, le rendement de l'impôt et du prélèvement, et l'équité de l'impôt et du prélèvement. Nous, on a clairement mis l'accent sur l'équité entendue au sens redistribution. On n'est pas dans une flat tax proportionnelle. Il y a des pays, la Russie par exemple où je travaille, l'impôt sur le revenu c'est 13%, pof, proportionnel, appliqué au revenu, et puis voilà. Et puis d'ailleurs depuis que c'est 13%, c'est fou ce que les impôts ont rentré. C'est fou ce qu'il y a moins d'évasion fiscale. Nous avons à la fois au niveau des prélèvements sociaux et au niveau de l'impôt une très grande progressivité. Si je prends, si je donne trop de chiffres, vous m'arrêtez. Hein. Si je prends les différents pays de l'OCDE, et si je regarde les dépenses, alors au sens strict de protection sociale. Donc protection sociale, c'est tout ce qui est sécu et tout ce qui est santé et social, aussi bien payé par l'État que par les collectivités locales. Donc c'est total des prestations sociales. Nous, dans le PIB, on est à 33,6%, avec des dépenses sociales publiques en gros de 30% et des dépenses sociales privées de 3%. Je répète, dépenses sociales, ça veut dire santé et sociale au sens large. Hein. Privées, ben, ce sont les individus qui dépensent pour eux-mêmes. Donc, non, ce ne sont pas les mutuelles. Non, ce sont les individus qui dépensent pour eux-mêmes. Donc 33% au total, enfin 33,6%, dépenses sociales publiques 30,4%, dépenses sociales privées 3,2%. Si je prends par exemple la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, total des dépenses sociales 29,5%, dépenses sociales publiques, je ne me trompe pas de ligne, attendez, dépenses sociales publiques 22,7%, dépenses sociales privées 6,8%. Si je prends les États-Unis, total des dépenses sociales, j'arrondis, 27%. Dépenses sociales publiques, quand même 17%. Dépenses sociales privées, 10%. Donc on est en tête, nous, en termes de dépenses sociales publiques et total des dépenses sociales. Donc on a gagné, si je peux dire, sur les deux tableaux. Si je prends les dépenses totales de santé, cette fois-ci au sens strict des dépenses de santé, en pourcentage du produit intérieur brut, alors là, on arrive à quelque chose de tout à fait surprenant. Ce sont les États-Unis qui sont en premier. C'est-à-dire qu'en pourcentage du PIB, les États-Unis sont à 16%. Ce qui ne veut pas dire des dépenses de santé publiques, hein, ça veut dire dépenses de santé totales. 16% du PIB. Et nous, la France, en termes de dépenses de santé, nous sommes à 11%. Alors derrière nous, on trouve tout le monde. Je veux dire, les Suisses sont derrière nous, la Grande-Bretagne est à 8%, le Canada est derrière nous, l'Autriche est derrière nous, la Belgique est derrière nous. Enfin, si vous voulez, s'il y a des gens qui s'intéressent, je vous donnerai les statistiques au CDE. Mais clairement, nous sommes, à part les États-Unis, en tête des dépenses de santé totales en pourcentage de notre richesse nationale. Mon deuxième point est que, malgré l'importance de nos dépenses sociales, tout compris, nous ne sommes pas les premiers en termes d'indicateurs de bien-être, ni même d'ailleurs en termes d'indicateurs de santé. Donc d'un côté, on dépense un max, et de l'autre côté, on n'a peut-être pas complètement les résultats qu'on devrait avoir. Nous ne sommes jamais, la France, en première position parmi les 10 pays qui consacrent le plus
de pourcentage de leur richesse nationale à la protection sociale. Alors, si on prend l'emploi, et encore une fois, dans protection sociale, il y a tout. Hein, il y a la santé, il y a la sécu, il y a le chômage, enfin, il y a l'action sociale, il y a l'allocation aux adultes. Enfin, il y a tout. On a des résultats d'emploi extrêmement médiocres. On a un taux d'emploi, on le sait bien, de notre population active, c'est-à-dire des 15-64 ans, qui est très inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE. Donc en fait, on a, pour parler plus clair, un des taux de chômage les plus élevés des pays de l'OCDE. Et en santé, on est légèrement au-dessus de la moyenne en espérance de vie, mais on n'est que un peu au-dessus de la moyenne. On n'est pas les premiers. Idem pour le taux de mortalité infantile. On est au-dessus de la moyenne, on n'est pas les premiers. Et le pire du pire, c'est quand on prend les indicateurs dits de bien-être de l'OCDE, qui sont subjectifs, hein, mais c'est comme ça que les gens le ressentent, eh ben, on est dans la petite moyenne, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en tête. Alors, je ne vais pas non plus là aussi trop vous assommer de chiffres, mais quand même. En termes de niveau subjectif de bien-être, donc ça, ce sont des statistiques OCDE qui sont plutôt fiables. Mais c'est un indicateur subjectif. C'est-à-dire qu'il y a une batterie d'indicateurs, on les mouline et ça donne ce résultat-là. Ceux qui sentent le mieux des pays de l'OCDE, c'est le Danemark. Le Danemark, par rapport à 10, si vous voulez, il a un indicateur de 8. Ceux qui se sentent bien, derrière le Danemark, ce sont les Pays-Bas, un indicateur de 7,6. C'est la Suède, avec 7,4. Les États-Unis sont pas trop mal, avec 7,3. Et nous, on est à 7. On est à 7. Alors derrière nous, ok, on trouve les Italiens, et l'Allemagne est à 6,6. Enfin, on est quand même dépassé par pas mal de pays. En termes de chômage, c'est clair, on est très mauvais. En termes de réduction ou de sentiment qu'ont les gens de la réduction des inégalités, on n'est pas bon non plus. On n'est pas bon non plus. On est un petit peu au-dessus de la moyenne, mais on n'est pas dans les premiers. En espérance de vie, on est au 5e rang. Donc, si on regarde tout ce qui peut s'exprimer comme finalement le résultat de nos dépenses sociales au sens large, on est bien forcé de constater qu'on est d'un côté ceux qui dépensent le plus, et de l'autre côté, en termes de résultats, on n'est pas au premier rang. Si je prends juste un exemple qui est celui de l'assurance maladie, alors cette fois-ci entendu au sens sécurité sociale, régime général, en France, la part remboursée par l'assurance maladie diminue. Alors d'un côté, on a des dépenses qui croissent comme on sait, un effet ciseau avec les recettes. On a à peu près, en structurel, on est entre 2 à 3 milliards d'euros de déficit structurel par an, depuis quelques années déjà. Mais si on regarde en termes de remboursement, tout en dépensant ce qu'on dépense, on n'est même pas au top. Si on regarde le passé, en 1980, Assurance Maladie Sécu remboursait, en moyenne, et c'était le taux le plus haut de remboursement, 80% des dépenses de santé. Aujourd'hui, on est tombé à 75,5%, mais c'est un chiffre qui en réalité recouvre des choses très différentes et qui donc est à comprendre de la façon suivante. Sachant que les affections de longue durée sont remboursées à 100% et qu'elles représentent 60% des dépenses. Sachant que vous-même, c'est-à-dire l'hôpital, vous êtes remboursé à la louche à 91%, le niveau réel de remboursement pour les autres dépenses, c'est-à-dire pour les gens qui ne sont ni en affection de longue durée, ni hospitalisés, eh bien, il est à 55%, là où il était à 80% en 1980. D'où l'impression qu'ont les gens d'un recul de la sécurité sociale. Et alors, tout ça, j'allais dire en prime, avec un vrai sujet qu'on connaît depuis déjà un certain nombre d'années de soutenabilité, c'est-à-dire d'incapacité que nous avons
à financer les dépenses sociales par des recettes. Alors, c'est à la fois vrai en termes de dette publique, bien sûr, la dette publique de l'État, et c'est également vrai du côté de la Sécu. Si je vous reprends juste les dernières années, sans remonter trop loin. Régime général, sécurité sociale. Et je prends tout. Je prends la maladie, les accidents du travail, la famille et la vieillesse. Donc, régime général consolidé. 2008, déficit 10 milliards. 2009, 20 milliards. 2010, 23 milliards. 2011, probablement 28 milliards. Sachant, mais n'y voyez aucun sentiment de culpabilité, c'est évidemment la branche maladie du régime général qui est la plus déficitaire des 4 branches de la sécurité sociale. Alors, cet effet ciseau, donc, entre nos dépenses et nos recettes, nous l'avons depuis de très nombreuses années. Et aujourd'hui, on le chiffre à environ 4%, ce qui est énorme, entre les produits et les charges. En gros, et en mettant vraiment les choses au mieux, nos recettes augmentent de 2,5% par an, mais nos charges augmentent de 6,5% par an, et ce, depuis déjà quelques années. Cette accumulation des déficits, elle est chiffrée. Si on prend la CADES, elle est aujourd'hui autour de 95 milliards d'euros total de dette à financer. Si je prends maintenant la Sécu et les autres dépenses sociales, et dans les autres dépenses sociales, je mets l'emploi, le logement et ce qu'à la direction du budget on appelle l'exclusion sociale, mais disons en gros les prestations sociales autres. La Sécu santé représente 35% de nos dépenses sociales, la vieillesse 46%, l'emploi seulement 6%, le logement 3% et l'exclusion sociale 1%. Et quand on regarde ces chiffres, il y a lieu à mon avis de se demander si on est sur la bonne répartition en termes de dépenses. Alors évidemment, on a fait des économies. Ça fait des années qu'on fait des économies. Ça fait des années qu'on fait des plans de redressement. Et c'est vrai qu'on a des résultats. Si on regarde l'ONDAM, on tient depuis quelques années. De 1999 à 2004, l'ONDAM, ça augmentait à la louche entre plus 5% et plus 7% par an. Avec une pique, je ne sais pas pourquoi, en 2002, 7,1%. À 7%. À partir de 2005, on a commencé quand même à réduire un peu. On est entre plus 3% et plus 4%, mais c'est encore beaucoup trop. Et alors, j'en viens maintenant au prélèvement. On est alors là très largement au-dessus des autres pays. En termes de recettes affectées alors à toute la protection sociale. Donc là, c'est tout, c'est le chômage, c'est la santé, c'est le social en général. Nous, on est à 30,6% du PIB, les Allemands à 29%, les Anglais à 24%. Si on prend le total de toutes les dépenses publiques, tout compris, y compris les impôts, l'Allemagne est à 47% de son PIB et nous à 56%. Donc on a un taux de prélèvement obligatoire parmi les plus élevés des pays de l'OCDE et des pays de l'Union européenne. Et on le retrouve dans la dette publique. Nous, on a une dette France qui fait à peu près aujourd'hui 83% du PIB. Et on prévoit qu'elle va augmenter dans les 2 années qui viennent à 90% du PIB. Les Allemands sont à 75% et ils vont réduire. Moyennant quoi, ils sont à un taux de chômage de 6,6% et nous, on est aujourd'hui encore à 9,7% de chômage.
il y a une comparaison extrêmement fouillée qui a été faite par la Cour des comptes entre la France et l'Allemagne et qui a été remise, un bout de rapport public qui a été remis il y a une petite dizaine de jours à la présidence de la République, d'où il s'avère qu'on est très en décalage par rapport à l'Allemagne. Si on prend nos prélèvements obligatoires, en Allemagne, les ménages payent à peu près 71% de la dépense totale et les entreprises 28%. Et nous, c'est complètement l'inverse. Les ménages, c'est 54%, les entreprises, c'est 45%. En fait, l'Allemagne, depuis déjà une petite dizaine d'années, a diminué les prélèvements obligatoires qui pesaient sur le travail, en fait qui pesaient sur les entreprises, mais qui étaient assis sur la masse salariale, et nous, on les a augmentés. Voilà. J'en dirai pas plus pour qu'on puisse en parler. Ma conclusion personnelle est que on a atteint la limite de ce qui était raisonnable. Et quand on analyse notamment notre économie par rapport à l'économie allemande, où on s'aperçoit que l'Allemagne recrée des emplois et que nous n'y arrivons pas, on n'a, nous, que des emplois aidés, hein, on n'a pratiquement pas de vrais emplois, probablement l'une des raisons vient de notre excès de dépenses dites sociales en général, l'une des, hein, c'est pas la seule explication, mais c'est l'une des explications, et de la façon dont les prélèvements obligatoires sont répartis entre les entreprises, c'est-à-dire la masse salariale, les entreprises, le travail, et les autres sources de financement.